Dans l'Assyrie antique, le sexe n'est pas un simple acte privé mais un instrument de contrôle intégré dans la loi, la religion et la société. Les sources les plus solides proviennent des lois médio-assyriennes, rédigées entre le XVe et le XIIIe siècle avant notre ère, qui révèlent une civilisation obsédée par l'ordre, la hiérarchie et la maîtrise du corps féminin. Ces lois montrent que la sexualité féminine n'est pas perçue comme une affaire intime mais comme un élément essentiel pour protéger l'honneur masculin, la lignée et la stabilité sociale. Quand une femme mariée est agressée, la loi exige la preuve qu'elle s'est défendue. Si la preuve existe, l'agresseur est exécuté. Mais si les juges estiment qu'elle n'a pas résisté, elle devient coupable au même titre que l'agresseur et risque la mort. Cette règle démontre que la sexualité féminine sert avant tout à préserver la réputation des hommes et le maintien de la structure familiale. Le mari détient un pouvoir presque absolu. S'il surprend sa femme avec un autre homme, il peut choisir la punition, exécution, mutilation ou pardon. Ce choix repose uniquement sur sa volonté et ses intérêts. La femme n'est pas jugée pour elle-même mais pour la menace qu'elle représente pour l'honneur et la stabilité du foyer. Les lois médio-assyriennes imposent aussi un système de voile très strict. Les épouses et les filles libres doivent sortir voilées pour signifier leur statut et leur respectabilité. Le voile devient un symbole de protection accordé par un homme. À l'inverse, les prostituées, servantes et esclaves n'ont pas le droit de se voiler. Si l'une d'eux enfreint cette règle, elle risque des coups, une humiliation publique ou un marquage corporel. Le voile sert donc à séparer visuellement les femmes protégées de celles jugées vulnérables ou inférieures. Le contrôle du corps féminin devient ainsi un pilier juridique et social. Pourtant, la sexualité n'est pas uniquement surveillée et punie. Elle possède aussi une dimension sacrée essentielle dans la religion assyrienne. La grande déesse Ishtar incarne à la fois l'amour, le désir, la fertilité, la guerre et la royauté. Elle représente une force indomptable qui unit la sensualité et la puissance militaire. Les rois assyriens se décrivent souvent comme les protégés ou les favoris d'Ishtar pour renforcer leur légitimité. Avoir la faveur de la déesse signifie posséder une puissance totale, irrésistible et soutenue par le divin. Le désir devient alors une énergie sacrée qui alimente la force du roi et la prospérité du royaume. Ce contraste entre loi rigide et symbolisme religieux montre que la sexualité joue un double rôle dans l'Assyrie. D'un côté, elle doit être contrôlée, punie ou surveillée pour préserver la structure sociale. D'un autre, elle devient une source de pouvoir spirituel, un signe de protection divine et un élément fondamental de la légitimité politique. Chaque catégorie de femmes occupe une place précise. Les épouses assurent la descendance légitime. Les concubines peuvent renforcer des alliances ou soutenir l'organisation du palais. Les filles libres doivent préserver leur pureté pour garantir des mariages avantageux. Les servantes dépendent entièrement de leur maître. Les prostituées vivent en marge, tolérées mais fortement surveillées. Rien n'est laissé au hasard, le contrôle du corps permet de maintenir l'ordre social. Ce principe va si loin que certaines punitions utilisent la sexualité comme outil juridique. Par exemple, la loi prévoit que la femme d'un coupable peut être violée en représailles si son mari a commis le même crime. Cette logique de réciprocité transforme le corps féminin en terrain de vengeance symbolique. Le sexe devient un outil de justice brutale et de domination sociale. L'Empire assyrien, l'un des plus violents de l'Antiquité, renforce ce système. Les inscriptions royales décrivent des massacres, des mutilations et des déportations massives. Le contrôle de la sexualité féminine s'inscrit dans cette même culture de domination totale. Un empire fondé sur la force et la peur exige une société parfaitement ordonnée. Le sexe sert alors à stabiliser les lignées, protéger la propriété, renforcer les alliances et garantir la continuité du pouvoir royal. Dans l'Assyrie, le corps n'est pas neutre. Il est politique, social, sacré et surveillé. Le sexe n'est pas une arme isolée mais un mécanisme essentiel qui permet de contrôler la famille, structurer la société et consolider la puissance du roi. C'est cette logique profonde qui fait de la sexualité un instrument central du pouvoir dans l'Empire assyrien. Dans la cour royale assyrienne, le sexe n'est pas un simple domaine privé mais un outil stratégique au service de la diplomatie, du pouvoir dynastique et de l'organisation du palais. Pour comprendre cette mécanique, il faut observer la position centrale des épouses royales, des concubines et des femmes du palais, dont la présence influence directement la stabilité politique de l'Empire. Les sources néo-assyriennes, datées du 9e au 7e siècle avant notre ère, révèlent que la reine, appelée Mi-Ekal, occupe un statut unique. Contrairement à l'imagination populaire, il n'existe généralement qu'une seule reine officielle à la fois. Elle possède ses terres, ses revenus, son personnel et parfois ses propres ateliers de production. Elle peut envoyer des lettres, administrer ses biens et exercer une influence sur certaines décisions. Cette position n'est pas symbolique. Elle constitue un pilier dynastique essentiel. Son rôle premier est de fournir une descendance légitime. La transmission du pouvoir étant strictement patrilinéaire, la maternité devient un outil politique.
Une reine qui donne naissance à un héritier renforce sa position et celle de sa famille. Une reine sans enfant peut être marginalisée. Les épouses étrangères jouent aussi un rôle diplomatique. Les rois assyriens épousent parfois des princesses venues de régions conquises ou alliées. Ces unions servent à stabiliser des territoires, pacifier des élites locales ou intégrer des peuples vaincus. Le corps de ces femmes devient un pont entre deux pouvoirs. Leur sexualité n'est jamais personnelle. Elle représente un lien politique, un contrat entre royaumes. Autour de la reine gravite un ensemble de concubines et de femmes du palais. Contrairement à certains fantasmes modernes, le harem assyrien n'est pas un espace de débauche mais un lieu administratif structuré. Il abrite des femmes nobles, des servantes spécialisées, des musiciennes, du personnel éducatif et religieux. Les concubines du roi peuvent être nombreuses, mais seules certaines ont un statut élevé. Elles peuvent parfois donner naissance à des princes. Cependant, leurs enfants ne possèdent pas toujours les mêmes droits. La légitimité dépend de la mère et de la reconnaissance officielle du roi. Les archives retrouvées à Nimrud montrent que certaines femmes du palais possèdent des sceaux personnels, reçoivent de la correspondance et gèrent des biens. Leur pouvoir n'est pas militaire ni juridique, mais il reste réel à l'intérieur du système palatial. Certaines reines deviennent si influentes qu'elles marquent l'histoire. Le cas le plus célèbre est celui de Samurama, mère du roi Adad-Nirari III. Les sources indiquent qu'elle exerce une autorité importante pendant la jeunesse de son fils, au point d'inspirer plus tard la légende de Semiramis chez les Grecs. Ce pouvoir féminin n'est cependant possible que parce qu'il est lié directement à la maternité royale. La sexualité féminine se trouve ainsi au cœur des jeux politiques. Choisir quelle femme sera présentée comme reine, quelle concubine aura accès au roi, quels enfants seront reconnus comme héritiers, tout cela relève d'une stratégie précise. Les femmes du palais sont surveillées, protégées et parfois isolées pour éviter tout scandale susceptible de menacer la lignée royale. Au-delà du palais, d'autres catégories de femmes possèdent une forme de pouvoir social lié indirectement au sexe. Le terme arintu, longtemps traduit de manière incorrecte par prostituée, désigne en réalité des femmes vivant hors des structures familiales traditionnelles. Certaines exercent le travail sexuel, d'autres sont indépendantes économiquement ou socialement. Elles vivent en marge, ni totalement protégées ni totalement exclues. Leur existence montre que la société assyrienne n'est pas monolithique. Certaines femmes échappent partiellement au contrôle masculin, mais cette liberté reste fragile. Elles sont tolérées mais surveillées. Leur position témoigne d'une tension permanente entre moralité, survie et indépendance. Les femmes religieuses occupent aussi un espace singulier. Certaines sont prêtresses, musiciennes rituelles ou servantes de temple. Les sources montrent que certaines délivrent des oracles au roi, participent à des cérémonies et jouent un rôle essentiel dans les cultes des Ishtar. Leur influence repose sur la sacralité, non sur la sexualité. Contrairement aux mythes modernes, il n'existe aucune preuve solide d'un système de prostitution sacrée institutionnalisé dans les temples assyriens. Les études récentes ont démontré que ces idées proviennent de mauvaises interprétations de textes anciens. Les femmes religieuses agissent dans un cadre rituel précis, mais leur activité n'est pas sexuelle. Cependant, le lien entre Ishtar, le désir et la guerre crée un imaginaire puissant. Les rois se présentent comme ses protégés. Ils décrivent leur victoire comme le résultat de son énergie. La figure féminine divine devient ainsi une source de légitimité. Dans ce contexte, le sexe n'est pas seulement un acte. C'est une architecture politique. Les mariages scellent des alliances. Les concubines entretiennent la maison royale. Les reinas consolidate les dynasties. Les femmes religieuses donnent une dimension sacrée au pouvoir. Les harintus incarnent la marge et la tension sociale. Toutes ces positions montrent que le sexe n'est pas une arme isolée mais un outil diversifié. Il structure le palais, la société et la politique étrangère. Dans l'Empire assyrien, le pouvoir se joue autant sur les champs de bataille que dans les chambres du palais. La sexualité devient une force discrète mais décisive, un mécanisme qui renforce l'ordre, soutient la diplomatie, protège la lignée et maintient la cohésion d'un empire construit sur la domination. Dans l'Empire assyrien, la question du sexe comme arme directe de domination demande une analyse prudente, car les sources disponibles sont rares, fragmentaires et parfois ambiguës. Ce qui est certain, c'est que l'Assyrie est l'une des puissances les plus violentes de l'Antiquité. Les inscriptions royales détaillent des mutilations, des empalements, des déportations massives et des destructions de villes entières. La brutalité est un instrument politique. Cependant, contrairement à d'autres périodes historiques, les textes connus ne décrivent pas l'usage systématique du viol comme stratégie militaire organisée. Cela ne signifie pas que ces crimes n'existaient pas. Ils sont presque inévitables dans les sociétés guerrières anciennes. Mais les sources assyriennes ne les présentent pas comme des actes institutionnels ou ritualisés. Ce que l'on voit clairement, en revanche, c'est l'utilisation de la sexualité dans la justice punitive. Les lois médiaux assyriennes incluent des dispositions où la femme d'un coupable peut être violée en représailles d'un crime sexuel.
Cette mesure n'est pas un acte sauvage isolé mais une sanction prévue par la loi. Le corps féminin devient donc un support de vengeance légale. Il ne s'agit pas d'un désir sexuel. Le sexe sert alors de langage juridique brutal, destiné à marquer un crime et à en dissuader un autre. Les récits militaires assyriens, eux, sont obsédés par la domination physique, mais les passages mentionnant explicitement des violences sexuelles restent rares. Les rois préfèrent décrire des actes visibles, écorchages, empalements, décapitations, incendies. Ces descriptions servent à effrayer les ennemis. Le silence concernant la sexualité peut être volontaire. Les scribes royaux écrivent pour glorifier le souverain, non pour révéler des actes pouvant être perçus comme déshonorants ou indignes d'une inscription officielle. Il est donc possible que certaines violences existent mais restent non mentionnées, car elles ne correspondent pas à l'image contrôlée du roi que souhaitent transmettre les textes officiels. Sur le plan religieux, de nombreuses idées modernes reposent sur des malentendus, notamment le mythe de la prostitution sacrée. Pendant longtemps, on a imaginé que des femmes accomplissaient des actes sexuels dans les temples en l'honneur des dieux. Les recherches contemporaines, notamment celles de spécialistes de la Mésopotamie, montrent qu'aucune preuve solide ne confirme cette pratique en Assyrie. Les textes invoqués par les anciens historiens ont été mal traduits ou interprétés hors contexte. Les femmes religieuses assyriennes accomplissent des rituels, chantent, prient, offrent des sacrifices, mais leur fonction n'est pas de nature sexuelle. Les liens entre Ishtar, l'amour et la guerre ont semé la confusion dans l'imaginaire moderne. Pourtant, les rituels assyriens ne semblent pas inclure d'actes sexuels obligatoires. La sexualité peut être célébrée symboliquement, mais elle n'est pas organisée par les temples. Ce rejet d'une vision fantasmatique est fondamental pour comprendre la réalité. L'Assyrie n'est pas un empire du plaisir sacralisé, mais un empire du contrôle. Ce qui est véritablement institutionnalisé, ce n'est pas l'acte sexuel lui-même mais la régulation stricte de toutes ses formes. Le corps féminin n'est jamais libre. Il appartient à une structure sociale. Il transmet la lignée. Il garantit la légitimité des enfants. Il sert de preuve de loyauté. Il peut même devenir un moyen de sanction légale. La domination assyrienne repose davantage sur l'ordre et la hiérarchie que sur la séduction ou l'usage du sexe comme outil direct de manipulation. Le sexe agit indirectement, à travers la loi, la famille, la religion et la politique. Dans la société assyrienne, le pouvoir sexuel n'est pas détenu par les femmes mais par les hommes qui contrôlent leur corps. Cependant, certains éléments montrent que les femmes peuvent parfois exercer une influence significative. Les reines, par exemple, gèrent de vastes domaines et peuvent intervenir dans la politique intérieure. Leur rôle n'est pas sexuel mais dynastique. Leur capacité à donner naissance à un héritier leur confère une puissance réelle. Les prêtresses, aussi, jouent un rôle rituel essentiel qui peut influencer les décisions royales. Elles vivent parfois du travail sexuel, parfois d'une activité économique personnelle. Elles échappent partiellement à la structure familiale mais restent vulnérables. Leur existence montre cependant que l'Assyrie n'est pas totalement uniforme. Il existe des zones de liberté, mais elles sont précaires et ne changent pas la structure globale. En résumé, dans l'Empire assyrien, le sexe n'est pas une arme directe comme une épée sur un champ de bataille. C'est un outil lent, systémique, inscrit dans les lois, la famille et les rituels. Il sert à maintenir la pureté des lignées, protéger le patrimoine, renforcer la stabilité du palais et marquer la domination masculine. La société assyrienne utilise la sexualité comme un mécanisme de contrôle plutôt que comme une stratégie explicite. Dans l'Assyrie, le corps n'est jamais seulement le corps. Il est outil, symbole, territoire, preuve et menace. C'est cette manière structurelle de l'utiliser qui fait du sexe un instrument de pouvoir profondément ancré dans la logique impériale.